Très petite, déjà j'avais un goût pour le textile, hein, donc ça commençait par déshabiller les poupées de collection, les poupées peinées de l'époque. Bon, ça énervait un peu ma famille, mes parents, mais enfin bon, me laissaient faire. Le goût pour l'Afrique, là, toute petite, ça je sais pas trop pourquoi, c'était comme ça. Mon intérêt pour l'Afrique, j'allais voir des films dès qu'il y en avait au cinéma, les livres sur l'Afrique, etc. Et puis il y avait une petite photo aussi dans un livre de français, c'était une reproduction de La Dame à la licorne, et ça m'attirait énormément. Donc quand j'ai passé le bac, après je suis venue à Paris, j'ai fait les langues autres, j'ai pris un dialecte africain, la culture africaine, la géographie, enfin, tout ce qui se rapportait à l'Afrique, les langues orientales à l'époque. Et en parallèle, j'ai commencé le tissage d'Aubusson dans un atelier à Paris. Et voilà, bon, les deux ensemble ont fait que bon, j'ai réalisé mon projet de partir en Afrique. J'étais embêtée parce que je tissais sur métier, je ne voyais pas trop comment j'allais amener mon métier. En faire un là-bas, c'était compliqué, donc un métier à la tapisserie d'Aubusson. Et j'ai rencontré une artiste chilienne et qui m'a dit, bah, tu sais, ce que tu fais là, moi j'ai une technique de nœud, si tu veux je te la transmets et tu n'auras plus besoin de métier. Et, la tapisserie à plat, nouée, avec cette technique. Donc au départ, c'était pas pour faire de la sculpture. Et puis après, il y a eu l'Afrique, les masques, le travail des bouches, etc. Et quand je suis revenue, je suis partie dans des séries de têtes, avec un travail sur la bouche. Et puis ça a évolué vers des bustes. Et puis en 89, j'ai commencé les grands personnages. Et depuis, bah, c'est des thématiques d'une dizaine de personnages par thématique, entre 1m20, 2 m 30, ça dépend. À côté des petites, toujours nouées, puis en parallèle des petites terres, des papiers collés. Pour nouer mes sculptures, il y a toutes sortes de matériaux. On peut utiliser toutes sortes de fibres textiles. Le principal matériau que j'utilise, ça va être le jute, ou naturel, ou de couleur. On peut trouver toutes sortes de couleurs en jute, mais aussi des cotons, des rubans de coton, du lin bien sûr, de toutes les grosseurs, du sisal, pareil de toutes les grosseurs, bien sûr le raffia, j'en mets partout, des cordons, des rubans. Ça, ce matériau-là qui est un peu unique, c'est de la ficelle qui sert pour ficeler les poulets, la ficelle de poulet rouge. Gros matériaux et au tissu découpé, donc bah, il y a toutes sortes de cordes, hein, des cordes végétales, de la ficelle de papier qui est vraiment tassée, des rubans comme ça, qui sont des petits bouts qui sortent de tous les côtés, évidemment des toiles de jute que je découpe, je fais des petites bobines et je noue après, des tissus africains qui font 6 mètres de long et j'en fais des petites bobines et je noue avec. Voilà, tout ce qui est possible, tout ce qui peut être noué, je l'utilise. C'est une recherche aussi au niveau des matériaux. Et puis quand je vois des tissus, quand je récupère des tissus, bon voilà, j'achète et je stocke jusqu'au moment où quand je décide de faire une pièce, je connais la gamme de couleurs et là je cherche. S'il me manque des matériaux, eh ben, j'essaie de trouver un complément. C'est une recherche, c'est vraiment un gros travail au départ. Je travaille sur la transmission, la tradition orale, hein, puisque j'ai vécu en Afrique et c'est à partir de l'étude des masques que je suis arrivée à faire toutes ces têtes de personnages. Au départ c'était juste des têtes et ensuite c'est devenu des personnages. Donc il y a celui des personnes âgées là, donc qui souffrent, qui marchent mais qui souffrent. Un peu, voilà, là il y a celui qui parle et qui est en colère, donc avec la bouche et les yeux qui montrent qu'il n'est pas très content. Plus bas, bah, y a l'ancien, celui qui transmet, ça peut être le griot, ça peut être bon, celui qui a plein de choses à transmettre. Et puis plus haut, bah, celui qui sourit par exemple, donc c'est la mascotte qui est à l'entrée des expositions. Là, c'est un totem, c'est le conseil de famille, donc il y a les ancêtres, hein, le plus ancien, évidemment, en dessous, voilà, on descend jusqu'aux enfants. C'est une pièce qui a été faite sur une structure métallique et c'est essentiellement des nœuds. Donc ça, c'est repris aussi d'Afrique, les conseils de famille, l'ancien qu'on respecte, qu'on écoute, et puis bon, les femmes, les enfants et toute la famille.
Donc là, au milieu de mes pièces, il y a la photo du grand-père, mon grand-père, qui m'accompagne depuis des années dans tous les ateliers que j'ai eus. Donc le grand-père, c'était un ébéniste d'art, un restaurateur de meubles anciens, un caractère, et nous a transmis évidemment les valeurs du travail, aller jusqu'au bout, bien faire. Et bon, il n'était pas trop pour le travail artistique, qu'on devienne artiste. Hein. Il me disait, ouais, tu vas crever la dalle si tu choisis ce métier-là. Puis bien des années plus tard, quand il a vu que j'étais partie dans cette voie-là, il m'a dit, maintenant tu pleurniches pas, si tu n'as pas de boulot, si tu gagnes pas d'argent, tu prends un deuxième boulot, tu pleurniches pas. Voilà, donc ça c'est le grand-père qui avait fait l'école Boulle, qui avait fait les Beaux-Arts, qui était un artiste et un artisan exceptionnel, et il est à mes côtés, quoi. C'est quelque chose de très fort dans la famille. C'est les deux parties où il y a frottement. Donc je graisse avant, de toute façon on ne va pas avoir de corne, on va avoir d'irritation. Sans quoi, depuis le temps que je fais des nœuds, je pense que j'aurai une corne épouvantable. Donc après je fais ma petite bobine. Bon là je prends un gros coton pour que ça aille vite, pour que je puisse montrer la technique. J'utilise à part des ciseaux et un crochet de temps en temps pour passer des fils. J'ai pas d'autre matériel, hein, j'ai pas d'outils. Je travaille sur le taureau, là, je vais commencer la partie arrière. Donc c'est un nœud en deux parties, c'est un double feston. C'est un nœud qui s'appelle le nœud gobelin parce que travailler en très fin et en continu, il donne l'aspect du tissage gobelin. Donc c'est un nœud qui existait dans la passementerie au 19e siècle. C'est un nœud qui a été utilisé dans tous les pays, qui est universel. On peut voir sur différentes pièces au Quai Branly des masques, des robes, toutes sortes de choses qui ont été faites avec ce nœud-là. Et régulièrement, je vais tasser pour donner la tension et faire en sorte que ce soit rigide et que ce ne soit pas tout mou. C'est une technique qui est un peu ingrate au départ parce qu'il faut quand même bien connaître les matériaux, bien connaître comment réagissent les cordes les unes avec les autres, celles qui permettent une tension qui va rendre un nouage très rigide ou au contraire un nouage qui va être très souple. C'est un nœud qui a été aussi utilisé au moment de ce qu'on appelait le macramé, qui a été un choix de deux nœuds principaux pour faire des objets utilitaires dans les années 65-70, et il permet de faire toutes sortes de choses, aussi bien des tapisseries à plat que là des sculptures, c'est-à-dire j'ai pas d'armature, j'ai simplement avec mes cordes qui sont plus ou moins rigides. Par exemple, cette corde-là, elle donne la forme à la tête du taureau. Il n'y a pas de structure métallique, il n'y a rien de tout ça. C'est juste la tension des cordes et le choix des matériaux qui permet de rendre une certaine rigidité. Donc là, c'est un gros matériau, on avance assez vite. Alors évidemment, quand c'est un fil de coton de support qui est très fin et un petit fil de lin très fin qui fait le nœud, c'est beaucoup plus long évidemment. Mais aussi, on peut faire plus de détails. Pour les visages, c'est plus intéressant. Donc il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'armature. Il faut des ciseaux et un crochet pour introduire certains fils à des moments donnés. Et puis de la force dans les bras. Quand on a fait un bras et qu'on veut qu'il prenne une certaine forme, il faut tirer sur un des fils porteurs, on va dire, pour lui donner, si on veut le plier par exemple, pour lui donner sa forme. Et c'est la tension qui donne le mouvement. C'est une technique qui est très utilisée encore en Amérique latine, avec des couleurs très, très variées. Et en Afrique pour des objets utilitaires également. Elle permet de tout faire, quoi. Elle permet de travailler en 3D, elle permet de faire des tentures, elle permet de faire des toutes petites pièces, des grosses pièces. Tout dépend du matériau qu'on choisit en fait. Au départ, c'est vraiment une recherche de matériaux par rapport à ce qu'on veut faire. Si par exemple on veut un visage altier qui impose, qui peut-être représente la sagesse, on va choisir un matériau très, très rigide, très pur, comme le lin. Si on veut, je sais pas moi, faire un taureau, bon là il est très brut,
Je choisis des matériaux, des gros matériaux déjà. Et puis, bon, bah, c'est très brut. Hein. Il y a la toile de jute découpée. Je cherche à rendre le côté brut, la bestialité. C'est pas la même chose. Bon, là, par exemple, il faut que je lie ces deux parties. Donc, je vais utiliser le crochet. Voilà. Tout en replaçant les cordes hein, pour qu'on garde bien la structure. C'est-à-dire la structure c'est comme ça, c'est le dos. Il y a un côté. Il ne faut pas que ça bien montrer qu'il y a différent. Voilà. Alors, comme là je veux pas que le dos de la tête soit plat, je vais rajouter des fils un peu partout, de façon à commencer à faire un volume, que la tête prenne forme. C'est-à-dire que si je travaille comme ça, je vais avoir mon tête à plat. C'est pas ce que je veux, parce que je voudrais quand même qu'il y ait du volume. Donc je vais rajouter des fils et je vais nouer tout ça en... Je vais attacher tout ça et on verra cette forme. C'est vraiment un dialogue avec la matière, avec chaque fibre qui est très différente des unes des autres.